Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, à ce qu'il paraît, il y a peu de gens qui assistent au cours. D'accord? Donc, en principe, ça sera la dernière séance. J'espère qu'on va terminer aujourd'hui même. Et comme ça, vous allez entamer avec Madame Khalil, donc la partie corrosion humide. Mais avant de commencer, est-ce que tout le monde a rendu l'épreuve que j'avais demandé? L'exercice du diagramme des Dillingham. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Oui, n'a pas monsieur. rendu l'épreuve? Non, monsieur, moi, je n'ai pas encore. J'ai pas entendu. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit? Oui, je n'ai pas encore rendu l'exercice. Il faut le rendre le plus vite possible, d'accord? J'avais dit que donc, le dernier délai, c'était aujourd'hui. D'accord? D'accord, Il faut rendre d'accord. l'exercice. Ceux qui n'ont pas rendu l'exercice du diagramme d'Illingham, qu'ils le rendent aujourd'hui même. Ensuite, est-ce que vous avez reçu les derniers chapitres, le 3 et le 4? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Alors, on peut entamer notre séance d'aujourd'hui. Donc, on avait commencé le chapitre de l'oxydation des alliages. On avait donc défini différentes classes d'oxydation, si vous vous rappelez bien. Donc, une première classe, un ou, puisqu'on avait pris un alliage où il y avait une matrice majoritaire A, dans laquelle on a un soluté qui sera minoritaire B. On avait donc différentes classes. La première classe, on avait dit que l'un des deux composés, ou bien constituant de l'alliage, va s'oxyder et l'autre ne va pas s'oxyder, d'accord? Ça veut dire qu'on va se mettre au-dessus de la pression de corrosion d'un des deux constituants, d'accord? Et à ce moment-là, on avait défini donc deux cas, deux classes. Une classe A, où l'élément minoritaire, dans ce cas B, s'oxydait, et l'élément majoritaire ne s'oxydait pas, d'accord? Et pour la classe 1A, on avait déterminé deux cas encore une fois, selon la pression du gaz, ou bien dans ce cas, la pression de l'oxygène. Si la pression est suffisante, ce qu'on aura, c'est que l'oxygène va diffuser dans votre alliage, et à ce moment-là, puisque A ne s'oxyde pas, il y aura seulement oxydation de B. D'accord? Et on avait dit que cette oxydation peut être sous forme donc d'îlot à l'intérieur de notre alliage. D'accord? Donc, c'est une oxydation qu'on avait dit, c'est une oxydation interne. Ensuite, si la pression, on avait dit, si la pression n'était pas suffisante, donc il n'y aura pas pénétration de l'oxygène vers l'intérieur. Ce qui va se passer, il y aura diffusion du constituant des cations de B vers l'extérieur pour former donc une couche à l'extérieur qui sera une couche BO d'oxyde. Et en même temps, on avait dit que le A va se maintenir sous sa forme métallique. D'accord? Ensuite, on avait défini donc la classe 1B, où maintenant on va inverser. On aura le constituant A qui va s'oxyder et le constituant B va rester sous sa forme métallique. D'accord? Et on avait, encore une fois, déterminé ou bien distingué deux cas. Un premier cas où on a, puisque le A s'oxyde, il sera exposé directement, puisqu'il est majoritaire, il sera exposé directement à l'oxygène. Ce qui va se passer, c'est qu'il va s'oxyder. Et en même temps, à l'intérieur donc de cet oxyde, va se former donc des îlots de l'élément B sous sa forme métallique parce qu'il est minoritaire. D'accord? Et pour le deuxième cas, on avait dit que on aurait formation de l'oxyde
A, puisqu'il est directement exposé, il est majoritaire, il sera directement exposé à notre oxygène ou bien à notre gaz. Et en même temps, le B, donc le constituant B, va être expulsé vers l'intérieur, vers l'interface, donc oxyde, AO et alliage dans ce cas. Et on aura donc une zone enrichie en notre constituant métallique qui est B. D'accord? On avait dit que la différence entre le premier cas et le deuxième cas, c'est que dans le premier cas, donc la couche d'oxyde sera très poreuse, dans l'autre cas, elle sera bien compacte, à la différence du premier cas. D'accord? Et ensuite, on avait entamé l'oxydation de l'alliage pour la classe 2. La classe 2, ça sera dans ce cas une oxydation simultanée des éléments A et B de l'alliage. D'accord? Et on avait dit que dans ce cas, donc la pression de l'oxygène, forcément, elle sera supérieure aux tensions de dissociation des deux oxydes, donc AO et BO. Ça veut dire que la pression est supérieure à la pression de corrosion des deux éléments A et B de cet alliage. D'accord? Et dans ce cas, à celle de leur combinaison, c'est-à-dire de la réaction entre les deux, bien sûr. Donc, dans ce cas, on aura donc nos oxydes qui vont se former. Les proportions des deux oxydes peuvent varier en fonction soit des affinités respectives des éléments pour l'oxygène, la composition chimique de l'alliage, de la température et de la pression de l'oxygène. Et on avait déterminé la classe de A dans un premier temps, où les deux oxydes ne sont pas miscibles. Ça veut dire qu'ils ne vont pas se mélanger, ils ne vont pas réagir l'un avec l'autre. On aura seulement l'oxyde AO et l'oxyde BO qui vont coexister dans ce cas. Et on avait dit que cela va dépendre fortement de l'affinité d'un élément ou bien d'un métal par rapport à l'autre. Et on avait pris le premier cas où B a plus d'affinité que A, donc a plus d'affinité à l'oxygène que A. Et dans ce cas, on a pris l'exemple du cuivre silicium comme alliage, où le cuivre, il est majoritaire et le silicium, il est minoritaire. Et dans ce cas, on avait dit qu'on aura formation d'îlots de SiO2 qui se développe dans la masse de l'alliage. Et cela va être une oxydation qui est interne dans ce cas, parce qu'on avait dit que la pression est déjà très supérieure, si vous vous rappelez bien. On est déjà au-dessus donc de l'oxydation des deux métaux. Ça veut dire que la pression est suffisamment forte. L'oxygène peut pénétrer vers l'intérieur pour former donc l'oxyde, dans ce cas, de l'élément minoritaire, car c'est l'élément minoritaire qui a plus d'affinité pour l'oxygène dans ce cas. Mais rappelez-vous qu'on a une oxydation simultanée des deux. Il y aura l'élément minoritaire dans ce cas, puisque c'est lui qui a une affinité supérieure, qui va s'oxyder en premier, mais en même temps, dans un deuxième temps, on aura la formation de l'oxyde, dans ce cas, de AO, et dans ce cas, ce sera donc l'oxyde de cuivre, bien sûr, comme vous vous rappelez bien, donc on aura, donc, selon un déplacement vers l'intérieur, on aura donc plus d'oxygène dans notre oxyde externe que dans notre oxyde interne. D'accord? Ça, c'est un petit détail, mais en principe, donc on a oxydation du A qui va former son oxyde correspondant, dans ce cas, après la formation de l'oxyde de l'élément minoritaire. D'accord? Donc, je le dis ici, comme le cuivre s'oxyde également, et va donner donc Cu2O, en principe, surmonté de CuO. La situation donc, finale est celle de granules de SiO2 qui seront noyés dans une couche continue de Cu2O dans ce cas.
Si la pression de l'oxygène est inférieure à la tension de dissociation de Cu de O, qu'est-ce qu'on aura? On va revenir au premier cas qu'on avait au départ, qui n'était autre que la classe 1A. D'accord? Donc, si on se met donc en dessous de la pression de corrosion du cuivre dans ce cas, on aura seulement l'oxydation interne du B. Or, dans ce cas, on a oxydation de A et par conséquence, on aura les deux qui s'oxydent en même temps et on aura l'oxyde de B sous forme d'îlots qui vont être dispersés à l'intérieur dans l'oxyde de A. Maintenant, on va prendre le cas inverse où l'affinité de A pour l'oxygène est supérieure à celle du soluté B dans ce cas. D'accord? Et on a pris donc le cas de l'alliage cuivre-nickel. Bien sûr, le nickel, c'est l'élément minoritaire. Et dans ce cas, puisque A a plus d'affinité, ça sera le premier qui va s'oxyder. Ça ne veut pas dire que sa vitesse va être supérieure à l'oxydation de B, d'accord? Ça veut dire qu'il va être le premier à s'oxyder, mais la vitesse donc, va dépendre de le type de couche qui se forme et le type de diffusion qu'on peut avoir, des défauts, etc. D'accord? On aura formation en premier de l'oxyde de cuivre surmonté par CuO. Et par la suite, puisque B s'oxyde aussi, on aura donc l'oxyde NiO qui va se former. Puisqu'il est minoritaire, il va être sous forme d'îlots, donc dispersé, de grains dispersés dans la couche de Cu2O. D'accord? Et on avait dit que dans tous les cas, la cinétique pour ces deux cas sera celle de l'oxyde, pardon, du métal majoritaire, dans ce cas qui n'est autre que A. D'accord? Donc la cinétique, la vitesse de la réaction, va dépendre seulement, donc, il va être égale à la vitesse de la formation de l'oxyde, donc de A, de l'élément qui est majoritaire dans ce cas. D'accord? Donc, elle ne va pas être donc, la même que l'élément minoritaire ici, qui n'est autre que le nickel. D'accord? Donc, la cinétique, dans le cas d'un alliage, va être pratiquement la même, ou bien sensiblement, je dis ici, identique à celle de notre constituant qui est majoritaire. D'accord? Je crois que je me suis arrêté ici la séance dernière, donc c'est un petit rappel. Maintenant, on va compliquer un petit peu plus les choses, ou bien c'est la nature qui complique un petit peu plus les choses, et on devrait donc étudier ce qui se passe dans le cas où on a réaction entre les deux oxydes qui se forment, d'accord? Et dans ce cas, on définit la classe de B. Dans ce cas, les oxydes donc AO et BO, des métaux qui forment l'alliage A et B, où A est majoritaire et B est minoritaire, forment des oxydes qui sont mixtes, soit du type solution solide, soit ils forment des solutions solides, soit des types d'oxydes doubles, comme des spinels par exemple. D'accord? Donc, en tous les cas, il y a donc réaction entre les deux oxydes. On a AO et BO qui vont réagir entre eux dans ce cas. Dans ce cas, il s'agit de réactions additives où on aura la formation de solutions solides, AO plus BO. Ils vont réagir pour former une solution solide qui sera donc un mélange des deux et ça sera donc ABO. Dans ce cas, en général, c'est à cause de l'isomorphisme donc de AO et de BO. L'isomorphisme, ça veut dire qu'ils ont
Donc, ce sont deux constituants, pardon, ce sont deux composés différents, mais qui ont donc deux structures cristallines qui sont similaires. D'accord? Donc, ils cristallisent dans deux systèmes cristallins qui sont similaires. D'accord? Et en plus, ils peuvent avoir donc des mailles cristallines qui sont voisins, ce qui permet donc le mélange de l'un dans l'autre pour former cette solution solide. D'accord? Dans ce cas, on peut prendre l'exemple des oxydes nickel et du cobalt. Donc, l'oxyde de nickel et l'oxyde du cobalt, ça veut dire qu'on est sur un alliage cobalt-nickel. Bien sûr, ici, l'élément minoritaire, c'est le nickel. Et dans ce cas, donc, les deux oxydes ont des structures cristallines qui sont cubiques centrées. D'accord? Qui sont cubiques centrées, où le paramètre de maille pour l'oxyde de nickel est de 4,17 angstrom et celui du cobalt, l'oxyde de cobalt, est de 4,25 angstrom. Vous voyez que les paramètres ils sont très très proches, presque égaux. D'accord? Et en plus, on peut rajouter le fait qu'ils ont des rayons qui sont très proches aussi, puisque ce sont deux métaux de transition qui se trouvent donc sur la même période du tableau périodique et qui sont pratiquement voisins sur le tableau périodique. D'accord? Et dans ce cas, ce qu'on aura, c'est l'oxydation du cobalt et du nickel, mais leur oxydation, ce qu'elle va faire, donc, à cause des conditions thermodynamiques, on peut avoir donc réaction entre les deux pour former donc une solution solide à la surface, dans ce cas, dans le cas du cobalt et du nickel. D'accord? Et dans ce cas, j'aimerais donc attirer l'attention au fait que, puisque donc, le cobalt, il est déjà majoritaire, il y aura enrichissement donc, de la solution solide. Dans ce cas, en cobalt, vu qu'il est majoritaire et en plus ayant une affinité plus forte pour l'oxygène et une diffusivité plus grande dans l'oxyde mixte. D'accord? Donc, il peut donc voyager pour aller continuer à s'oxyder, mais du fait des conditions thermodynamiques, on a donc la réaction entre les deux oxydes et on aura continuation de la formation, mais de quoi? De la solution solide plus riche en cobalt. D'accord? Autre exemple donc de solution solide, on peut prendre la solution solide rhomboédrique de fer et de chrome, formée à partir des oxydes, bien sûr, qui ne sont autres que l'oxyde de fer et l'oxyde de chrome. D'accord? Aussi, donc, j'aimerais attirer l'attention au fait que la solution solide peut être, donc, selon les cas, soit une solution solide qui est totale ou bien une solution solide qui est partielle. D'accord? Donc, soit il y a donc, réaction complète donc, des deux oxydes, soit il y a donc, seulement une part qui va donc, réagir pour former la solution solide. D'accord? Quelques exemples de solutions solides complètes. Ça peut être donc des oxydes de cobalt avec oxyde de magnésium, nickel, zinc, etc. Oxyde de fer avec nickel, oxyde de nickel et oxyde de cobalt, donc etc. etc. D'accord. Et je vous donne aussi quelques exemples de solutions solides qui sont partielles, où on aura donc une solution solide qui ne sera pas donc, formée complètement avec donc, un des oxydes. Je peux donner comme exemple l'oxyde de cadmium et l'oxyde de manganèse, ou bien le système oxyde de magnésium, oxyde de manganèse, etc. etc. Donc, on avait dit classe de B, où on a réaction entre
les deux oxydes qui se forment. Premier cas, formation de solution solide. Le deuxième cas peut être donc la formation d'oxyde double. Donc ici, une réaction pour former un oxyde qui est double, ou bien, voire même donc un oxyde avec une structure spinelle, d'accord? Donc dans ce cas, le spinel, en général, il est plus proche de la stoichiométrie, d'accord? Il est très sensiblement stoichiométrique. Si vous vous rappelez bien, on avait dit que si l'oxyde, il est stoichiométrique, cela veut dire que la diffusion va être très limitée. Il n'y aura pratiquement pas de diffusion. S'il n'y a pas de diffusion d'espèces dans l'oxyde, dans ce cas, il n'y aura pas de conductivité donc, ionique ni de conductivité électronique. Ça veut dire que la vitesse de la réaction va diminuer, voire va être nulle. S'il n'y a pas d'oxydation, cela veut dire que la couche qui se forme, la couche d'oxyde qui ne permet pas cette diffusion des espèces, sera une couche qui est protectrice. D'accord? Donc, dans ce cas, puisque le spinel AB2O4, il est relativement stoichiométrique, cela permet de dire qu'il y aura donc un caractère protecteur du film qui se forme au-dessus de notre alliage dans ce cas. D'accord? Et pour le mécanisme de la formation, donc, je vais répéter, on aura formation donc, de l'oxyde, des deux oxydes, pardon, donc MiO et formation de, dans ce cas, puisque c'est le chrome, Cr2O3, mais les deux réagissent entre eux. Et dans ce cas, bien sûr, puisque c'est une réaction entre cet oxyde et celui-là, on aura donc une spinelle qui sera sous forme donc d'îlots dans ce cas. D'accord? Donc, bien sûr, qui vont se former dans la couche de NiO, puisqu'on a besoin de cet oxyde pour avoir la réaction avec cet oxyde. D'accord? Donc, la présence de cet oxyde spinel va diminuer donc la diffusivité des espèces. Ça veut dire que va augmenter la protection donc, de cette couche au niveau donc la protection de l'alliage, de l'oxydation bien, de l'air qui va oxyder donc les métaux. D'accord? Donc, en règle générale, ces oxydes doubles se développent lorsque, à haute température, un oxyde donc basique et un oxyde acide sont confrontés. Donc, en présence d'un oxyde qui est basique, un oxyde qui est basique, c'est un oxyde qui, donc, en présence de l'eau, va former un hydroxyde, va former de OH-, et un oxyde acide, bien sûr, ça sera un oxyde qui va, donc, en présence de l'eau, donc, former un acide. D'accord? Donc, un oxyde basique avec un oxyde acide seront donc présents tous les deux en même temps, ou lorsqu'il y a donc une réaction entre un oxyde acide comportant un cation métallique trivalent et un oxyde basique contenant un cation métallique bivalent. D'accord? Donc, soit donc, ce cation soit trivalent en présence d'un cation qui est bivalent, bien sûr, dans le cas d'oxyde acide et d'oxyde ici basique. D'accord? Donc, pour avoir une réaction de ce type, on devrait avoir présence d'un oxyde basique et un oxyde acide, ou bien donc un oxyde donc, qui soit acide, mais en même temps donc, son cation soit trivalent, et un oxyde basique avec un cation bivalent dans ce cas. D'accord? Donc en pratique,
l'oxyde double est généralement dispersé dans une couche d'oxyde de l'élément majoritaire. Et on a donc le cas du nickel-chrome, où le chrome, il est minoritaire, inférieur à 10%. Et ici, on aura donc notre oxyde double qui est dispersé à l'intérieur de NiO, bien sûr, parce que, comme je viens de le dire, les deux devraient être coexistants dans le même espace, on va dire, pour avoir donc, la formation de cet oxyde double. D'accord? On peut définir aussi d'autres réactions. Quand je veux dire réaction, je veux dire réaction entre les deux oxydes donc, qui se forment. On peut définir la réaction d'échange ou de double décomposition de type donc un échange entre l'oxyde et le métal qui ne s'oxyde pas dans ce cas. Et cela peut être dû au fait que donc, le métal A, il est plus susceptible de s'oxyder que le métal B. À ce moment-là, l'oxygène va passer à donc, oxyder l'oxyde A et le B va revenir à son état de métal. Un cas concret, c'est le cas de la réduction d'un oxyde par un métal plus oxydable. Le fer est plus oxydable dans ce cas que le nickel. Et on aura l'oxyde de fer plus le nickel sous sa forme métallique. On peut définir aussi des réactions catastrophiques, réactions d'oxydation catastrophique. Donc, dans ce cas, aux produits d'oxydation solide donc considérés peuvent s'ajouter des oxydes donc fondus, d'accord, entraînant la destruction rapide de l'alliage. Donc, cela peut être réellement basé sur les diagrammes donc, de phase où vous savez que quand vous avez deux composés sur un diagramme de phase à différentes températures, bien sûr, ils sont donc mélangés à différentes fractions et à différentes donc, températures, on peut avoir à un moment donné la présence des deux à une fraction déterminée. Une fraction, ça veut dire un pourcentage, d'accord, des oxydes. Et à ce moment-là, on peut avoir un point eutectique sur notre diagramme de phase. Le point eutectique, c'est quoi? C'est le point pour lequel donc, cette composition, ce mélange, donc, peut exister donc, le point pour lequel donc, on peut avoir le point pour lequel la température est la plus faible pour avoir donc, notre liquide. D'accord? Donc, sur votre diagramme de phase, donc, ce sera le point le plus petit, donc la température la plus faible, la plus basse, pour laquelle vous pouvez avoir donc, le liquide. D'accord? Ça veut dire que à ce moment-là, donc les deux composés donc, peuvent abaisser la température de fusion du système. D'accord? Donc, si vous avez deux oxydes de ce type, ça veut dire que la température, même si elle est basse pour la fusion donc, de l'un ou de l'autre, leur coexistence va encore abaisser cette température, ce qui va provoquer que donc, ce mélange va devenir liquide. Quand il va devenir liquide, il va affecter les propriétés. Donc, imaginez que vous avez, donc, si je reviens sur l'exemple ici, donc maintenant on va supposer qu'on n'a pas cette réaction, d'accord, entre les deux. Je vais essayer de l'enlever pour que ce soit clair. D'accord? On n'a pas ça. Vous avez le nickel, l'oxyde de nickel qui a une température de fusion. Quoi? Température de fusion. On va écrire d'une valeur X. Et l'oxyde de chrome qui a une température de fusion. On va dire Y.
quand ils sont seuls, d'accord, bien déterminés. Mais à décomposition donnée, donc vous avez votre diagramme de phase. Je vais le représenter ici, grosso modo. D'accord, donc on a NiO. Et on a chrome 2, 3. D'accord, et votre diagramme de phase. Ça, c'est juste un exemple. Ça ne veut pas dire que c'est le diagramme de phase réel. D'accord. Donc, le point eutectique, c'est celui-là. D'accord. Donc, eutectique, c'est celui-là. Ici, vous avez par exemple donc, une phase qui est solide. Ici, une solution solide. Et ici, le liquide. D'accord. Vous voyez que, donc ici, c'est la température la plus basse. Ici, ça, c'est la température. Et ça, c'est la composition. D'accord. Donc, c'est la température la plus basse pour laquelle on peut retrouver le liquide à cette fraction donnée, à cette composition donnée. D'accord. Alors, cela veut dire qu'à un certain moment, puisque la température de fusion ici, donc du chrome, l'oxyde de chrome, c'est Y. La température de fusion ici, du nickel, de l'oxyde de nickel, n'est autre que X. Les deux, ici, donc, les deux oxydes ont des températures de fusion qui sont supérieures à la température donc, de cette eutectique. D'accord. À la température de fusion de cette composition. Ça veut dire qu'à un certain moment, quand on a une composition donnée d'oxyde de chrome et de nickel, la fusion peut se produire en dessous de ces deux températures. D'accord. Le fait que, par exemple, on va utiliser cet alliage, on va l'utiliser dans des applications qui sont de 1000 degrés. D'accord. Je suis en train de supposer. D'accord. Ce n'est pas un exemple qui est réel. C'est un exemple qui est fictif. 1000 degrés. D'accord. Et j'ai mon oxyde de chrome, mon oxyde de nickel, quand ils sont tout seuls, je sais que leur température de fusion il est au-dessus de 1000. D'accord. Ça veut dire que rien ne va se passer, en principe. Mais le problème, c'est que leur présence à une certaine fraction peut diminuer cette température en dessous de ces 1000. D'accord. Puisque à ce moment-là, on aura fusion, ça veut dire qu'on a dégradé donc, toute cette couche et on aura continuation de la réaction d'oxydation. Et cela va nous emmener à la destruction de notre matériau ici, qui n'est autre que l'alliage. Ça veut dire que même si vous avez deux oxydes, ces deux oxydes, à une fraction donnée, peuvent diminuer la température donc, de fusion de la couche qui se forme ici, ou bien des oxydes qui se forment ici. Cela va permettre une continuation de la réaction et donc des conséquences désastreuses sur votre alliage. D'accord. J'espère que je me suis bien exprimé. Alors, dans ce cas, on appelle ça des réactions d'oxydation catastrophiques. Dans ce cas, on a dit que on aura des oxydes fondus, entraînant la destruction rapide de l'alliage, parce qu'on a rabaissé la température de fusion de ces deux donc, oxydes, bien sûr à des fractions bien déterminées, et cela aura des conséquences sur notre matériau, notre alliage. D'accord. Donc, ceci à bas point de fusion à l'état pur. Donc,
Voilà, ces deux valeurs peuvent participer à la formation. Dans ce cas de technique, ils vont rabaisser encore plus ces deux températures pour avoir donc leur fusion et par conséquence la perte de, on va dire, la protection dans ce cas de cette couche d'oxyde. D'accord? Donc cela peut se produire dans le cas de l'oxyde de chrome et de molybdène et de l'oxyde de chrome et ici de tungstène. D'accord? Est-ce que c'est clair au niveau des réactions d'oxydation catastrophique? Sinon, je peux retourner donc. Oui, monsieur, c'est bon. Pour tout le monde? Oui, monsieur. Monsieur, Oui, monsieur. monsieur, Oui. est-ce qu'on n'appelle pas le phénomène la surfusion? La surfusion. Comment? La surfusion. Le Non, phénomène. non, non, non. Dans ce cas, ce n'est pas la surfusion. Faites attention. La surfusion, Mais, c'est. Comment? mais lorsqu'on on diminue, La, sur- et, la surfusion, la surchauffe, ce sont des états métastables. Ce ne sont pas des eutectiques. D'accord? Il faut différencier entre les deux. oui, mais D'accord? on a C'est diminué la un- température de fusion et par rapport à la température de fusion normale. Non, non, non. C'est le fait que vous avez les deux fractions. Faites attention, c'est différent. C'est complètement différent dans ce cas. La surfusion, c'est de se mettre ici, par exemple, de se mettre. Attendez, je vais sortir de la présentation comme ça. La surfusion, c'est complètement différent. Je vais essayer de mettre une autre couleur. Je vais pas l'appeler surfusion, mais bon, on va dire que je vais passer donc à la solution solide dans ce cas. Donc, je vais passer à la solution solide à un certain moment ici et je vais maintenir le liquide. D'accord? Je suis dans la zone de la solution. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert? Il y a le retour qui me gêne. D'accord? Donc, ici, on va dire la surfusion, ça sera quoi? Ça sera le passage vers la solution solide, mais en maintenant le liquide. D'accord? Le tectique, c'est différent. Le tectique, c'est un point donc, qui est donc, d'équilibre. D'accord? Ici, c'est un point, la surfusion, c'est un point pour lequel on aura donc l'apparence de stabilité, d'équilibre, mais ce n'est pas réel. Le système, il évolue. Et un petit changement donc, qui est brusque, donc très petit, peut affecter et changer complètement donc, la phase. D'accord? Donc c'est complètement différent. Donc ici, c'est stable au niveau de l'étectique. Il y a la stabilité thermodynamique. Ici, il a l'apparence de stabilité, mais ce n'est pas vrai. D'accord? Il est en train d'évoluer, mais l'évolution, elle est très lente à ce moment-là. Donc la surchauffe, la surfusion, etc., ce sont des états qu'on appelle métastables, qui ont l'apparence d'être stables, mais qui ne le sont pas. Le tectique, c'est un point qui est réel, pour lequel vous avez donc pour lequel vous avez donc le point avec la température la plus basse pour laquelle vous pouvez avoir votre liquide sur votre diagramme de phase. D'accord? Il faut différencier les deux phénomènes. Ce que tu es en train d'appeler dans ce cas eutectique, c'est un état métastable. Ce n'est pas un eutectique. D'accord? Est-ce que c'est clair? D'accord, monsieur. D'accord? Il faut différencier. D'accord. Dans ce cas, je parle d'un point eutectique. D'accord? Un point qui est stable, qui est réel. D'accord? D'accord. Voilà. Je parle d'eutectique comme vous voyez ici. Si je parlais d'un état métastable, là, on peut parler de surchauffe, surfusion, etc. D'accord? Donc ici, ce sont des oxydes qu'on appelle oxydes fondus, des oxydes réels, qui sont stables à cette température de l'eutectique. D'accord? Ce ne sont pas des oxydes qui sont dans un état qui est métastable. Un état métastable, si vous voulez que je le concrétise d'une manière qui soit un petit peu visuelle pour vous, est-ce que vous avez déjà essayé de prendre par exemple de l'eau dans votre réfrigérateur, dans votre, pas seulement réfrigérateur, mais dans votre freezer, d'accord? Et donc l'eau,
elle n'est pas complètement, elle est toujours sous sa forme liquide. Mais vous mettez donc par exemple je sais pas, un bout de papier ou quelque chose donc à l'intérieur, et au moment où vous le touchez, ce qui va se passer, c'est que donc soudainement, il va devenir sous forme solide. Parce qu'il était dans un état qui est métastable, d'accord? Donc le fait de le toucher juste un petit peu, que ce soit avec une cuillère ou bien quelque chose, donc vous le touchez, soudainement il devient solide, il devient sous forme de glace, d'accord? Ça veut dire que l'eau, elle était dans un état métastable. Donc, elle devrait être solide, mais elle a continué à être liquide dans un domaine de température qui n'est pas le sien, qui devrait être sous forme solide, d'accord? Mais le fait de juste un petit peu donc perturber le système va permettre de passer à l'état qui est normal, qui n'est autre que l'état solide. Est-ce que quelqu'un a essayé de faire ça chez lui? Donc vous essayez de faire ça un jour, d'accord? Vous mettez de l'eau pour la geler et vous la reprenez donc juste avant qu'elle devienne solide. Et vous mettez donc quelque chose, juste vous la touchez un petit peu avec une petite cuillère, vous allez voir que soudainement vous aurez donc votre glace qui va se former. D'accord? Parce que là, votre eau, elle était dans un état, on va dire, métastable, où euh, le système il est en train d'évoluer, mais très lentement vers devenir sous forme de glace, sous forme solide. D'accord? Dans ce cas, faites attention, donc entre parenthèses, ça c'est un petit peu un cours de thermodynamique, mais nous allons rester dans ce cas qu'on est sur des eutectiques, d'accord? Ça sera donc pour une combinaison pour deux fractions de composition données, on peut avoir donc l'abaissement des températures de fusion des deux, d'accord? S'ils sont purs, on aura des températures de fusion qui sont au-dessus. Au moment où on a deux compositions déterminées, bien sûr, dans ce cas de NiO et Cr2O3, à ce point-là, on peut avoir donc l'abaissement de la température de fusion. D'accord. Donc, vous voyez qu'on est en train d'abaisser cette température au fur et à mesure qu'on est en train de rajouter de l'oxyde de chrome déjà. D'accord? D'accord. Alors, maintenant, on va essayer de voir quel est l'effet donc d'avoir ces différentes présences de différents cations, puisqu'on a deux métaux, donc deux cations métalliques qui vont être en présence. On va voir quel sera l'effet de ces cations sur donc, le processus de diffusion dans le cas de ces couches d'oxyde qui se forment. D'accord? Dans ce cas, l'oxydation conduit à la formation de solutions solides d'oxyde renfermant plusieurs types de cations. On peut dès lors imaginer que l'introduction de faibles quantités de cations à valence différente, donc on a dit qu'on a notre couche d'oxyde et on a deux cations métalliques, ça veut dire que ces cations métalliques, ils n'auront pas forcément les mêmes valences, d'accord? Donc, ils peuvent avoir des valences, des états d'oxydation qui seront différents, d'accord? Ça veut dire qu'on va introduire des cations dans un réseau cristallin, comme vous vous rappelez donc avant, donc un réseau cristallin où on a des cations métalliques et des oxydes, qui sera le réseau, on va dire, matrice initiale, d'accord? Et on va y introduire donc des cations à valence qui sont différentes, d'accord? L'oxyde de base modifiera la concentration en défaut réticulaire de cet oxyde. La conséquence directe, c'est qu'on aura donc une modification au niveau des défauts réticulaires. Qui dit défaut réticulaire, vous vous rappelez bien qu'on avait défini deux types de défauts, que ce soit donc les lacunes pour les types semi-conducteurs type P et les défauts interstitiels pour les semi-conducteurs type N. D'accord? Donc, l'oxyde de base modifiera donc la concentration, que ce soit des lacunes et
ou des interstitiels, donc les défauts qui existent dans l'oxyde. Il modifiera la diffusion des espèces, les électrons ou bien trous, et les cations ou bien les anions. Et dans ce cas, s'il y a modification de la diffusion automatiquement, il faut penser à quoi? À la cinétique. D'accord? Plus il y a de défauts, plus il y a de diffusion, plus on aura une réaction d'oxydation qui sera rapide. D'accord? Moins il y a de défauts, moins on aura de phénomènes de diffusion d'espèces, la vitesse d'oxydation va devenir de plus en plus lente. D'accord? D'une manière générale, la vitesse d'oxydation d'un métal A donnant un composé où le cation figure avec une valence donnée peut, donc on va donner, peut-être, on va donner les différents cas possibles. D'accord? Donc vous avez un métal A qui va donner donc un oxyde AO dans lequel on va rajouter des cations qui peuvent avoir une valence supérieure ou bien inférieure. D'après tout ce qu'on a vu, comment on va influencer, à votre avis, le fait d'amener un réseau donné, vous allez prendre les différents cas, type P ou bien type N. Si vous avez donc votre réseau, vous avez un cation A avec une valence bien déterminée et on lui rajoute par exemple donc un cation, on va le doper, on va lui mettre, on va faire une substitution par exemple de quelques atomes, quelques cations de A par un autre cation B qui aura une valence qui est supérieure. À votre avis, comment serait donc l'effet de ce dopage ou bien cette substitution? C'est un petit peu l'essence de ce qu'on a vu. Est-ce que vous avez une idée? Comment cela va influencer votre oxyde? Au niveau quoi? Bien sûr, quand je parle de influencer, je parle d'influencer au niveau de diffusion, au niveau de vitesse de la réaction. Donc, vous avez type P et type N. D'accord? Comment s'effectue la diffusion dans le type P, à votre avis? Les semi-conducteurs de type P. Est-ce que vous révisez le cours ou bien vous venez juste comme ça? Vous devriez réviser votre cours, sinon vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de vous dire. Vous devriez toujours réviser avant de venir. Par quoi la diffusion est-elle assurée sur les semi-conducteurs, sur les oxydes de type P? Je ne vais pas dire semi-conducteurs, mais sur les oxydes de type P dans ce cas. Donc, je vais faire le cours tout seul, comme ça. On avait dit interstitiaire. comment? Type P. Par les trous. Par quoi? Par les trous, donc les sites interstitiaires. Les sites interstitiels. Type P, on avait dit qu'il y a présence de lacunes. D'accord? Et on avait dit que ce sont les lacunes qui vont permettre donc la diffusion des espèces qui sont cationiques. Puisque ce sont des lacunes cationiques, donc les lacunes vont essayer de passer vers l'intérieur et les cations nickel vont essayer de passer vers l'extérieur pour continuer la réaction. Cela veut dire qu'ils vont se déplacer sur les différentes lacunes. D'accord? Donc, elle est assurée par quoi? Par les lacunes. Ça veut dire que c'est une conduction plus ionique qu'une conduction électronique. Les types N, on avait dit qu'ils seront plus riches en électrons. On aura des cations qui seront dans des positions interstitielles. C'est une conduction qui est plus électronique, bien sûr, mais qui va permettre d'avoir aussi une conduction qui sera ionique parce que
donc l'électron et le cation, ils devraient donc se déplacer en même temps pour arriver donc vers l'interface. D'accord? Ça veut dire que ce qui assure pour les types P la conduction, ce sont les lacunes. D'accord? Ce qui assure la conduction sur les types N, ce sont les électrons. D'accord? Et bien sûr, les cations dans le type N vont se positionner, donc les cations des défauts seront positionnés dans des sites, pardon, des sites interstitiels. D'accord? Maintenant, si on vient et on dope, par exemple, un type P par un cation qui a une valence, on va dire, supérieure à celle de A. Le B, il aura une valence supérieure à celle de A, qui est donc celui du réseau de base. Qu'est-ce qui va se passer? On va le voir par la suite, où vous aurez création de plus de lacunes. Parce qu'il y a un cation qui a une valence qui est supérieure. Qu'est-ce que vous devriez faire? Vous devriez donc faire l'échange, mais en plus créer une lacune. Est-ce que vous vous rappelez bien que dans le cas de Cu+, on avait dit que Cu2+, puisqu'il y a Cu2+, pour chaque Cu+ enlevé, on aura donc une lacune. Sinon, on n'aura pas notre on va dire, neutralité électrique de notre réseau. D'accord? On va essayer de voir ça d'une manière qui est concrète dans les exemples qui vont suivre. D'accord? Donc, d'une manière générale, la vitesse d'oxydation, concentrez-vous qu'on parle de vitesse d'oxydation, on parle de cinétique d'oxydation d'un métal A donnant un composé où le cation figure avec une valence donnée. Donc, on a notre réseau AO. Celui-là a une valence, un état d'oxydation bien déterminé, donc le cation A. D'accord? Cette vitesse, elle va diminuer par addition d'un métal B donnant des cations à valence supérieure si les solutions solides sont constituées de conducteurs purement ioniques type N. D'accord? La vitesse sera abaissée si B a une valence supérieure à A. Si on prend le cas de l'aluminium et du zinc, le zinc a Zn de plus, l'aluminium il a 3 plus. Ça veut dire que sa valence est supérieure. D'accord? Et celui-là devrait être un type N. Si c'est un type N, si le A est un type N, l'oxyde de A est un type N, et on lui rajoute un cation B d'une valence supérieure, ce qui va se passer, c'est que la vitesse d'oxydation va diminuer. D'accord? Donc, toute cette histoire que vous voyez ici, donc ABC, etc., ça veut dire que si vous avez un oxyde AO type N, pour lequel on lui rajoute un cation de valence supérieure, la vitesse d'oxydation à ce moment-là va diminuer. Et on va voir le mécanisme et pourquoi, d'accord? Et si on a un réseau, un oxyde type P, on lui rajoute donc un cation à valence inférieure, par exemple nickel de plus par rapport à Li+, donc ça, la valence de Li+, elle est inférieure. Si on l'oxyde de nickel, on lui rajoute Li+, et NiO, déjà c'est un type P, Li+ a une valence inférieure, la vitesse de l'oxydation va diminuer. D'accord? Cette vitesse, cette cinétique d'oxydation va augmenter pour les cas inverses. Pour les cas inverses, ça veut dire que à quel moment on aura augmentation, par exemple, de la vitesse dans le cas d'un type N? C'est au moment où on lui rajoute un cation avec une valence qui est inférieure. D'accord? Au lieu de l'aluminium ici qui va abaisser la vitesse de la réaction, supposons qu'on lui rajoute du lithium, Li+, donc Zn2+, on lui rajoute Li+. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va augmenter la vitesse de la réaction. Inversement, encore une fois, pour le type P,
pour augmenter la vitesse de l'oxydation, on devrait lui rajouter, donc à cet oxyde, on devrait lui rajouter un cation qui a une valence qui est supérieure. On va dire par exemple le chrome, c'est R3+, par rapport à Ni2+. Si on rajoute du chrome, ce qu'on va faire, c'est, dans ce cas, au lieu d'abaisser, on va augmenter la vitesse de la réaction. D'accord? Donc il faut inverser tout ça pour avoir donc, une vitesse plus rapide. Pour voir ça d'une manière plus concrète, je crois que rien ne vaut mieux que les exemples concrets. Donc ZNO, c'est un oxyde de type P ou bien de type N? Est-ce que c'est un oxyde de type P ou bien de type N? Monsieur de type N. Type N. N. Parce qu'on a Un déplacement des électrons. des cations qui se mettent dans des positions interstitielles. On a dit que ces cations vont venir du métal, donc ici, et donc ils vont être accompagnés de leurs électrons donc, correspondants. Ici, j'ai mis un seul électron, mais normalement, ils seront accompagnés de 2 électrons qui seront donc délocalisés sur tout le réseau d'oxyde. Et par conséquent, comme votre collègue vient de dire, donc, on va assurer la conductivité par une conductivité électronique, bien sûr, qui va s'accompagner par compensation d'une conductivité ionique. D'accord? Donc, c'est type N. Je vais le mettre ici pour que vous vous en rappeliez. Type N. Maintenant, pour abaisser donc, la vitesse, l'objectif c'est quoi? Rappelez-vous, donc il ne faut pas perdre l'objectif de vue. L'objectif du cours c'est quoi? C'est de protéger contre la corrosion. On ne veut pas provoquer la corrosion. Ce qu'on veut faire, c'est protéger. À moins que vous voulez donc former des oxydes, là c'est un autre procédé. S'il y a une industrie qui veut former des oxydes, donc son travail c'est d'essayer de prendre les métaux, recycler par exemple, et de prendre les métaux et les rendre sous forme d'oxyde pour des applications bien déterminées. Mais en général, ce qu'on veut, d'après le cours, l'objectif, on va dire, ultime, c'est de protéger que ce soit les métaux ou bien les alliages contre la corrosion. D'accord? Maintenant, comment faire pour abaisser, dans ce cas, la vitesse de la réaction? Quel sera le cas correspondant à l'abaissement de la vitesse de la réaction? Est-ce que ce sera le premier cas où on a ajout de lithium, oxyde de lithium, ou bien où on a l'oxyde de chrome? Pour le type N, qui est-ce qui assure la conductivité? Concentrez-vous pour que vous puissiez répondre à la question. Qui est-ce qui assure la conductivité? Les électrons. Les électrons. Les électrons qui assurent la conductivité. Oui. Pour abaisser la vitesse de la réaction, qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors, on va aller pas. Il faut bloquer le déplacement des électrons. Il faut bloquer le déplacement. Il faut stopper ce déplacement des électrons. À votre avis, comment on va faire pour capturer ces électrons? On va introduire des cations pour capter ces électrons. Des cations de quel type? De type Comment ils seront? type N. Type N. Pas le type, puisque vous ne pas confondre. Il faut ajouter des charges positives pour compenser les charges négatives. Il faut ajouter des charges positives. Ça veut dire que le cation devrait être comment au niveau état d'oxydation?
On va savoir quel état d'oxydation par rapport à tout le réseau. Tu viens de le dire. Je ne sais pas qui a parlé. La fille, c'est qui? Je n'ai pas vu le nom. Qui a dit que... Oui, Leïla. Il faut avoir des cations positives pour compenser les charges négatives. Oui, il faut avoir plus de cations. Ces cations, ils peuvent être comment? Parce que la conductivité, elle existe déjà. Elle existe pour quel cas? Elle existe pour les charges de plus. Faites attention ici. Ici, elle existe pour les charges de plus. D'accord? C'est la même charge que portent ceux qui sont dans les sites interstitiels. Pour capter ces électrons, comment devrait être la charge de ce cation dont tu es en train de parler, Leïla? Ils doivent être supérieurs à la charge. Exactement. Exactement. Supérieure. Ça veut dire que une charge 3 plus, dans ce cas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va permettre de capter ces électrons qui sont délocalisés, qui sont dans ce réseau. D'accord? Puisque vous aurez une charge qui est, dans ce cas, une valence supérieure, à chaque fois que vous rajoutez, donc, que vous substituez le zinc par un chrome avec une valence qui est supérieure, vous allez capter plus d'électrons. Plus vous captez d'électrons, plus les électrons restent sur le réseau de l'oxyde, moins il y aura de conductivité. D'accord? Moins il y aura de conductivité, moins il y aura de diffusion. S'il n'y a pas de diffusion, qu'est-ce qu'on aura? Une couche de quel type? Pas quel type. Comment on peut appeler cette couche? Quelle est la fonction de cette couche? Parce que si je dis type, vous allez me dire que type NP. Comment serait cette couche si vous avez diminué la diffusion? Une couche protectrice. Couche protectrice. Plus vous captez les électrons, moins vous aurez de conductivité électronique, moins vous aurez de diffusion. La vitesse de la réaction va diminuer. Cela veut dire que la couche va être protectrice. D'accord? Je vais essayer de vous mettre quelque chose ici qui soit clair. Alors, ici, on a dit que les CR3+, je vais l'écrire comme ça. Dans ce cas, les CR3+ vont capter les électrons du réseau. D'accord? Et cela veut dire qu'il y aura donc ici diminution Je ne sais pas si je peux retrouver les flèches rapidement ou pas. Diminuer la conductivité électronique, ou électrique comme vous voulez. Ça veut dire que vous aurez diminution, puisque s'il y a conductivité électronique, il y aura conductivité ionique aussi. Diminution de la conductivité ionique. Encore plus, diminution de la diffusion. Je peux rajouter diminution de la vitesse de la réaction.
de la vitesse de la réaction. Qu'est-ce que je peux rajouter maintenant? Diminution de la vitesse de la réaction. La couche devient de plus en plus protectrice. D'accord? Entre ce cas et celui-là, c'est le cas d'avoir l'oxyde de chrome en présence de l'oxyde de zinc qui va permettre, par l'introduction des cations avec une valence supérieure qui sont le chrome 3+, qui va permettre de diminuer la diffusion, diminuer la vitesse de la réaction et arriver à protéger de plus en plus notre alliage dans ce cas. D'accord? Maintenant, inversement, si on rajoute des cations qui ont une valence qui est inférieure, on a Zn2+, et on a rajouté des Li+. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, on avait des Zn2+. On avait des Zn2+ dans notre réseau. Maintenant, c'est comme si on avait rajouté un électron à notre réseau. Qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté la conductivité. On n'aura pas la compensation. Dans ce cas, on aura corrosion. La conductivité. Cela va favoriser la corrosion. Cela va favoriser l'oxydation dans ce cas. La vitesse de la réaction va augmenter dans ce cas. D'accord? Ça, c'est notre premier cas où on a le type N. La vitesse de la réaction sera abaissée par introduction d'un cation avec une valence qui est supérieure. Et elle sera augmentée par l'introduction, pour le type N, par l'introduction d'un cation avec une valence qui est inférieure. Maintenant, on va passer au deuxième cas où on va abaisser la... Donc, dans ce cas, la vitesse de la réaction dans le cas d'un type N. Ici, NiO, il est de type N, c'est un oxyde de type P, pardon, de type P. Il est de type P. On a dit parce que donc, la conductivité est assurée par quoi? Par la présence des lacunes. Les cations vont se déplacer sur ces lacunes. Donc, vous vous rappelez qu'on avait dit que Ni2+ peut être écrit sous forme de Ni3+, plus son électron correspondant, un électron. D'accord? Et c'est celui-là qui va se déplacer sur quoi? Sur les différentes lacunes pour arriver à la surface et effectuer donc la réaction. Dans ce cas, donner son électron à l'oxygène, si vous vous rappelez bien, pour le réduire et former des Ni3+ à la surface, puisqu'il y a, encore une fois, il y aura donc gradient de concentration, donc les Ni3+ vont essayer de se déplacer vers l'intérieur, puisque ce sont eux qui portent, donc, si vous vous rappelez bien, on avait dit les trous. D'accord? Pas besoin de rappeler tout ça. À ce qu'on est intéressé donc aujourd'hui, c'est comment maintenant tirer un avantage de cette situation, d'accord? Donc, comment tirer un avantage de cette situation? Maintenant, comment faire pour diminuer la vitesse de la réaction dans ce cas, à votre avis?
Allez. Qui est-ce qui assure la conductivité sur les types P? Vous vous posez les questions, vous répondez. Si vous allez c'est les lacunes. Par pas, vous allez répondre à la question. Ce sont les lacunes. Ce sont les lacunes qui permettent la conductivité ionique. Maintenant, qu'est-ce qu'on devrait faire pour stopper la réaction? On va introduire des cations. Où ça? Et comment, quel type de cation? Est-ce qu'on va substituer le nickel ou bien remplir les lacunes? Deux possibilités. On va remplir les lacunes. Vous allez remplir les lacunes. D'accord? Vous allez compenser ces lacunes en les remplissant, dans ce cas par des cations. Des cations de quel type? Avec une valence qui est inférieure. D'accord? Inférieure. Comme ça, vous compensez aussi votre ici. C'est comme si vous apportez un électron de plus au réseau. D'accord? Maintenant, c'est comme si vous aviez donc Ni de plus, Ni de plus, Ni de plus. Ici, si on considère que le lithium n'existe pas, vous aurez Ni. Bon, si vous avez un autre, bien sûr, vous devriez avoir un autre lithium sur une autre lacune dans ce cas. D'accord? Donc, Li plus va compenser cette charge comme si vous aviez donc deux Ni de plus. Je peux même l'écrire. Dans ce cas, vous avez deux Ni de plus équivalent à un Li plus, au niveau charge, je parle. Li plus un Ni3 plus. D'accord? Vous avez compensé votre trou. D'accord? Donc, au niveau charge, maintenant, 3 plus, pardon. Je m'excuse. 3 plus ici. C'est 3 plus. 3 plus. D'accord? D'accord? Vous aviez un trou ici qui est compensé maintenant par quoi? Par le Li+. C'est-à-dire que vous avez rempli les lacunes qui permettent la conductivité ionique et vous avez compensé le trou que vous avez créé ici. Et dans ce cas, je vais reprendre ça. Dans ce cas, les Li+, vont combler les lacunes du réseau, dans ce cas. Et on aura diminution de quoi? De la conductivité ionique, par conséquence aussi électronique. On aura diminution de la diffusion, diminution de la vitesse de la réaction. La couche devient de plus en plus protectrice. D'accord? C'est clair? J'espère que oui. Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. Maintenant, faisons l'inverse. Maintenant, au lieu d'introduire, de ramener des cations qui ont une valence qui est inférieure, un état d'oxydation qui est inférieur à ceux des cations du réseau, on va substituer dans le réseau par des cations qui ont une valence qui est supérieure. Pour le réseau, la valence du cation du réseau, c'est Ni de plus. On peut ramener n'importe quel cation qui a un état d'oxydation qui est supérieur, que ce soit 3+, 4+, etc. Dans ce cas, on a ramené du chrome.
3+. D'accord? En dopant par du chrome, bien sûr, on devrait maintenir donc, ici la neutralité électrique. Le chrome 3+, à chaque 2 chrome 3+, va correspondre une nouvelle lacune. D'accord? À l'image des Ni3+, vous avez une lacune. Pour les Cr3+, pour chacun, va correspondre une lacune pour avoir donc le Ni de plus, puisque c'est 2 charges positives qu'on a rajoutées ici, une lacune. Donc, ici. S'il y a plus de lacunes, qu'est-ce qui va se passer? La conductivité ionique va augmenter. Si la conductivité ionique augmente, la diffusion augmente, la vitesse de la réaction augmente, on aura consommation de notre alliage. D'accord? On aura de plus en plus d'oxydation. D'accord? C'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. Deuxième cas dans ce cas, qui n'est autre que pour un type P, pour diminuer la vitesse de la réaction d'oxydation, on devrait rajouter un cation avec une valence qui est inférieure. Pour augmenter, dans ce cas, la vitesse de la réaction pour le type P, on devrait rajouter un cation avec une valence qui est supérieure, donc ici. D'accord? Je crois que maintenant c'est clair. Pour ce cas, il peut être appliqué pour les métaux. Un métal, si vous avez formation d'une couche, si vous le dopez, donc vous ramenez vous-même un cation qui vous permet de le doper, ça vous permet d'augmenter ou bien de diminuer la vitesse de la réaction. Sinon, pour un alliage, on a vu que déjà on peut avoir donc, une interaction entre deux couches, donc deux alliages, deux métaux qui forment un alliage, dans ce cas, peuvent former deux oxydes et l'un peut doper, l'autre peut introduire ses cations à l'intérieur pour soit augmenter ou bien diminuer la vitesse de la réaction dans ce cas. D'accord? Est-ce que c'est clair? Alors ici, on peut écrire que pour le premier cas, pour ne pas vous confondre, pour le premier cas, les Li+, vont ici vont donner, on va dire, vont donner plus de liberté aux électrons du réseau. Il y aura augmentation ici de la conductivité électronique. Augmentation de la conductivité ionique, augmentation de la diffusion, augmentation de la réaction dans ce cas. D'accord? Et si je reviens sur le cas du type P, ici les Cr3+, plus vont augmenter
les lacunes. Et ici, augmentation de la conductivité ionique en premier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce que j'ai fait. La conductivité électronique. Ici. Très bien. Donc, augmentation. Les CR3+ vont augmenter le nombre de lacunes, augmenter la conductivité, dans ce cas ionique qui est assurée par les lacunes. Par conséquent, augmentation de la conductivité électronique en même temps, augmentation de la diffusion, augmentation de la vitesse de la réaction dans ce cas. D'accord? C'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de prendre une pause, 15 minutes, et on va reprendre la dernière partie qui sera la protection. On va essayer de reprendre ce qu'on vient de voir pour la protection et voir d'autres méthodes de protection. Donc, grosso modo, on ne va pas rentrer vraiment dans les détails. Et à la fin, je vais essayer aussi de vous montrer un exemple, donc, puisqu'on n'a pas de TD, puisqu'on n'a pas le temps pour effectuer un TD, je vais vous donner un petit exemple d'examen que j'avais donné et comment faire un petit peu pour le traiter. D'accord? Je vous donne 15 minutes et on va reprendre. D'accord? Je vais arrêter l'enregistrement pour l'instant.